Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo qui conclut notre formation sur les statistiques. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un projet de prédiction du prix d'une maison. C'est un excellent exercice pour comprendre les modèles statistiques dans la vie réelle. Alors, si vous avez déjà voulu acheter ou vendre une maison, vous avez sûrement rencontré les simulateurs de prix de maison. En fonction des caractéristiques de la maison, comme la superficie, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, etc., le simulateur estime le prix de la maison. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces simulateurs calculent ces prédictions? Derrière eux se cachent souvent des algorithmes de régression linéaire ou polynomiale. Et dans notre projet, nous allons créer un simulateur de prix en utilisant ces techniques. Alors attention, nous n'allons pas créer le site internet ni le simulateur complet. Ces notions sont le fruit de travail de plusieurs personnes. Nous nous concentrons uniquement sur la partie algorithmique. Nous allons voir comment implanter une régression dans un projet concret, tout en prenant en compte les efforts que cela implique. Bon, comme ce chapitre risque d'être un peu long, nous allons le diviser en deux parties. Commençons sans plus tarder en téléchargeant les données. Mais là, la question que vous devez vous poser est où pouvons-nous trouver les données? Alors, il existe différents sites internet qui regroupent les datasets. Mais selon moi, le meilleur site internet est Kaggle, qui est une plateforme en ligne essentiellement pour les statistiques, le machine learning et le deep learning. Sur Kaggle, les utilisateurs du monde entier peuvent partager des datasets, les résoudre et effectuer des compétitions. Le dataset que nous allons utiliser vient du livre Statistics for Data Scientists, écrit par Peter Booth. Le dataset est dans le format CSV pour Comma Separated Value, c'est le format le plus répandu. Le dataset représente les ventes de maisons aux États-Unis. Vous pouvez le télécharger sur Kaggle, le lien est dans la description. Dès que nous avons téléchargé le dataset, nous devons le stocker au bon endroit. Il est important de stocker le dataset au même endroit que le projet Python. Il y a plusieurs raisons à cela que nous verrons au fur et à mesure. Mais la première raison est que si nous voulons partager notre projet à un ami, il nous suffira de partager le dossier qui contient le dataset ainsi que le fichier Python. Dans mon cas, dans le dossier Documents, j'ai un dossier Projet Python qui regroupe tous mes projets Python. Dans ce dossier, je crée un nouveau dossier Prédiction Prix et je place le dataset dans ce dossier. Maintenant que nous avons stocké le dataset dans le dossier, nous pouvons commencer notre projet. Nous ouvrons Anaconda et nous allons utiliser Python avec l'environnement Jupyter Notebook. Vous pouvez évidemment utiliser un autre environnement, mais cet environnement est le plus ergonomique pour les statistiques, le machine learning ou encore le deep learning. Quand nous ouvrons Jupyter Notebook, nous avons une multitude de dossiers. Alors nous voulons créer notre fichier dans le dossier Prédiction Prix. Donc nous cliquons sur Documents, puis sur Projet Python, puis sur Prédiction Prix. Et nous pouvons apercevoir le dataset. Nous créons notre nouveau fichier Python que nous pouvons renommer en Prédire le prix d'une maison. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important d'ajouter du contexte à notre dataset. Le dataset contient des informations sur les maisons vendues aux États-Unis dans l'État de Washington, dans le comté de King. Alors, il faut savoir que les États-Unis sont un pays divisé en 50 États, où chaque État fait environ la taille d'un pays européen, et chaque État est divisé en comtés. Par exemple, l'État de Washington est divisé en 39 comtés. Et si nous voulons faire un parallèle avec la France, un comté est l'équivalent d'un département français, bien que cela soit un peu plus compliqué. Alors, parmi ces 39 comtés se trouve le comté de King, ou en anglais King County. Ce comté regroupe une multitude de villes, dont la plus connue est Seattle. Le comté a une population de 2,5 millions d'habitants et une superficie de 6000 km². Le dataset vient du site Zillow, qui est une entreprise américaine d'annonces immobilières. Il recense environ 20 000 maisons vendues entre 2006 et 2015 dans le comté de King, avec 22 variables. Pour chaque maison vendue, nous avons son prix ainsi que ses différentes caractéristiques, comme la superficie, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, etc. Et notre but est d'estimer le prix des futures maisons. Mais alors là, vous vous demandez, à quoi peut bien servir d'estimer le prix des futures maisons?
Pour cela, il faut comprendre le rôle des entreprises d'annonces immobilières. Imaginez que nous décidons de vendre notre maison, en ayant peu de connaissances dans ce domaine. Nous constatons qu'il y a peu d'acheteurs intéressés. La raison est simple, personne n'est au courant que nous vendons la maison. De plus, comment savoir si le prix que nous avons fixé est le bon? Si le prix est trop élevé, personne n'achètera la maison, mais si le prix est trop bas, nous allons perdre de l'argent. Nous voulons vendre notre maison en générant le maximum d'argent. Pour remédier à ce problème, nous faisons appel à une entreprise d'annonces immobilières qui résout principalement 3 problèmes. Premièrement, elle met en relation les acheteurs et les vendeurs, ce qui nous permet d'avoir plus de potentiels acheteurs. Deuxièmement, elle facilite les aspects administratifs et juridiques de la vente. Et troisièmement, elle permet d'estimer le prix de la maison de manière plus fiable grâce à l'aide d'experts. Cependant, un expert prend du temps à être formé et coûte de l'argent. De plus, même avec l'aide d'experts, l'estimation de la maison peut toujours s'avérer mauvaise. C'est pourquoi les entreprises utilisent de plus en plus des modèles mathématiques, comme la régression linéaire ou polynomiale pour s'aider. Ces méthodes sont plus fiables, beaucoup plus rapides, moins coûteuses et peuvent être réalisées par n'importe qui. Avec un modèle, l'estimation se fait en quelques secondes, et nous pouvons aussi savoir quelles sont les variables importantes pour estimer le prix d'une maison. Alors, il faut comprendre que la régression ne réfléchit pas. Elle cherche simplement à minimiser la fonction coût, c'est-à-dire à minimiser les erreurs entre les données prédites et les données réelles. Donc, si une variable est importante, nous le saurons car le coefficient b associé à cette variable sera élevé. Évidemment, cette interprétation fonctionne seulement pour des variables qui sont sur la même échelle. Pour mieux comprendre ce que je veux dire, prenons un exemple. Nous avons le nombre de chambres et le nombre de salles de bain comme variables indépendantes pour prédire le prix d'une maison. Nous avons l'équation suivante avec x1 pour le nombre de chambres et x2 pour le nombre de salles de bain. Nous observons que le coefficient pour le nombre de chambres est beaucoup plus élevé que celle du nombre de salles de bain. Cela signifie que le nombre de chambres est une variable plus importante pour prédire correctement le prix d'une maison. C'est une excellente façon de savoir quelle variable est importante ou non. Alors attention, même si nous utilisons des modèles mathématiques, le modèle peut toujours se tromper. Il n'y a malheureusement pas de solution parfaite qui ne fait aucune erreur. Et évidemment, ce n'est pas le seul projet que vous pouvez réaliser. Plus vous connaissez le domaine, plus vous pouvez créer des modèles pour accomplir d'autres tâches. En réalité, notre dataset n'est pas très utile pour prédire les prix des maisons dans le comté de King en 2025. Les maisons vendues dans le dataset datent d'il y a une dizaine d'années. Alors, vous allez me dire que 10 ans est assez court et les prix n'ont pas forcément évolué. Et en soi, vous avez raison, 10 ans est relativement court, même pour le marché de l'immobilier. Cependant, nous vivons dans une époque un peu instable. Si nous prenons le prix médian d'une maison à Seattle au fil du temps, nous observons que le prix médian ne cesse d'augmenter. En 2012, le prix médian était d'environ 350 000 $, tandis qu'en 2017, le prix est monté à 650 000 $. En seulement 5 ans, le prix médian a quasiment doublé. Donc, se baser sur des données d'il y a 10 ans pour prédire les prix en 2025 n'est pas correct. Il nous faut des données plus récentes qui datent de l'année dernière ou des mois précédents. Alors, j'aimerais faire une petite remarque sur les données. Si les prix sont relativement stables au fil du temps, nous pouvons utiliser des données plus anciennes sans trop de soucis. Cependant, plus les prix fluctuent, plus les données doivent être récentes, c'est-à-dire des données qui datent de l'année dernière ou des mois précédents, ce qui doit être le cas pour la prédiction des prix des maisons. En revanche, si les prix fluctuent énormément, les données doivent être très récentes, qui datent des jours précédents, des heures précédentes ou encore des minutes précédentes, comme dans le cas des actions en bourse. Mais même avec des données très récentes, il reste toujours compliqué de prédire des prix fortement fluctuants. C'est pourquoi la prédiction de la bourse à court terme reste très complexe malgré les données très récentes. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prédire les prix des maisons en 2025 que le dataset est forcément mauvais. Il reste toujours utile pour prédire les prix en 2016. De plus, c'est un excellent exercice pour tester les modèles statistiques. Une information importante, lorsque vous travaillez avec des datasets, est de bien vérifier les unités de mesure. En fonction du pays, les unités peuvent varier.
Par exemple, aux États-Unis, la superficie n'est pas mesurée en mètres carrés, mais en square feet, c'est-à-dire en pieds carrés. 100 mètres carrés correspond à environ 1100 square feet. La température n'est pas mesurée en Celsius, mais en Fahrenheit. Donc soyez vigilants, notamment pour les interprétations. Une deuxième information importante est de bien vérifier la qualité des données. Il faut que les données soient fiables et valides. Cette notion est cruciale lorsque les variables font appel à des éléments subjectifs, comme la santé mentale. Mais dans le cadre des ventes de maisons, les données sont généralement fiables et valides. Une chambre est bien égale à une chambre et une salle de bain vaut bien une salle de bain. Donc il y a peu de place à la subjectivité. Bon, nous avons fini avec le contexte. En apportant un contexte à notre dataset, nous avons accumulé des informations sur la zone géographique, expliqué pourquoi nous avons besoin de créer un modèle, ainsi que les limites du dataset. Cela nous sera utile lorsque nous voudrons explorer le dataset, par exemple pour faire du feature engineering. Maintenant que nous avons apporté un contexte, définissons les objectifs de notre projet. Notre objectif est de prédire le plus précisément possible le prix d'une maison dans le comté de King, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Pour ce faire, nous utilisons deux modèles différents, la régression linéaire et la régression polynomiale. En comparant les performances des deux modèles, nous choisirons celui qui offre les meilleurs résultats. Alors, une petite remarque, dans un projet normal, nous devons effectuer plusieurs tâches en amont comme l'analyse de données, le feature engineering ou encore le pre-processing. Cependant, dans ce projet, nous nous concentrons exclusivement sur les modèles mathématiques, donc nous n'allons pas voir ces étapes. Dans cette première partie, nous allons créer les deux modèles en utilisant seulement 6 variables et voir les métriques pour évaluer la régression. Dans la deuxième partie, nous allons utiliser 12 variables, puis la totalité des variables et déterminer quel est le meilleur modèle. Maintenant que nous avons ajouté du contexte et défini l'objectif de ce projet, nous pouvons enfin commencer à coder. Comme à chaque fois, nous commençons par importer les bibliothèques. Pour rappel, avec les bibliothèques, il y a des fonctions et des classes qui sont déjà écrites, qu'il nous suffit d'utiliser, ce qui nous facilite grandement la tâche. Alors, la première bibliothèque que nous importons est Pandas, que nous renommons en PD. La deuxième bibliothèque est NumPy, que nous renommons en NP. La troisième bibliothèque est matplotlib.pyplot, que nous renommons en PLT. Et la quatrième bibliothèque que nous importons est Seaborn, que nous renommons en SNS. Maintenant que nous avons importé les bibliothèques, importons les données. Pour importer les données, nous utilisons depuis la bibliothèque Pandas la fonction read.csv. Cette fonction prend en entrée le chemin du fichier. Alors, comme le fichier Python est au même endroit que le dataset, nous n'avons pas besoin d'écrire le chemin du fichier en entier. Python a déjà connaissance des fichiers qui se trouvent au même endroit dans le dossier que lui. Donc, il nous suffit d'écrire house-sales.csv. Nous appliquons le résultat dans la variable df. Vérifions si les données ont bien été importées avec df.head. Cette fonction permet d'afficher les 5 premières lignes du dataset. Nous observons que le dataset a été correctement importé. Avant de continuer, nous devons bien vérifier s'il n'y a pas de valeur manquante. Pour cela, nous utilisons la fonction .info. Nous observons qu'il n'y a aucune valeur manquante. Mais sachez que généralement, il y en a, et nous verrons une prochaine fois comment traiter les valeurs manquantes. Maintenant que nous avons importé les données, nous pouvons créer notre régression linéaire à 6 variables. Alors, comme le dataset initial contient 22 variables, nous devons créer un autre dataset qui va contenir les 6 variables. Pour sélectionner des variables depuis le dataframe, nous faisons df entre crochets, puis nous écrivons les variables que nous voulons. Dans notre cas, nous allons sélectionner les variables adjust sale price, square feet tot living, square feet lot, bathrooms, bedrooms et building grain. Nous assignons ce dataframe à la variable df-6 et nous pouvons apercevoir ce nouveau dataframe en écrivant df-6.head. Nous observons notre dataset avec les 6 variables. Une petite remarque, avant de passer à la création du modèle, il est important de bien comprendre les variables que nous avons.
Par exemple, la variable Adjust Sell Price est le prix de vente ajusté à l'inflation en 2015. Le fait d'ajuster les prix permet de comparer les prix des maisons entre les différentes années. La variable Square Feet Tot Living est la superficie totale habitable en pieds carrés. À titre d'exemple, 1000 square feet est l'équivalent de 93 mètres carrés. La variable Square Feet Lot est la superficie du terrain en pieds carrés. La variable Bathrooms est le nombre de salles de bain. La variable Bedrooms est le nombre de chambres. Et la variable Building Grade est la note de qualité du bâtiment. La note va de 1 à 13, 1 étant considérée comme la note la plus faible et 13 comme étant considérée comme la note la plus élevée. Alors, comme la variable Building Grade est une variable subjective, c'est-à-dire qu'une personne a créé cette variable, il est important qu'elle soit fiable et valide. Pour compléter notre compréhension des données, il est souvent intéressant d'analyser la première ligne du dataset. La première maison qui s'est vendue à 300 805 $ a une superficie habitable de 2400 square feet, une superficie totale de 9373 square feet, 3 salles de bain, 6 chambres et une note de 7 sur 13 pour la qualité du bâtiment. Donc, il est plutôt simple de comprendre les variables, même si j'aimerais faire une petite remarque sur la variable Bathrooms. Si nous prenons la deuxième ligne, la maison a 3,75 salles de bain. Cela est un peu contre-intuitif. Normalement, nous devrions avoir que des valeurs entières, mais nous avons une valeur décimale. Alors, nous avons fait cela pour différencier des salles de bain complètes et non complètes, c'est-à-dire des salles de bain avec une baignoire ou une douche et celles qui n'ont que des toilettes ou un lavabo. Donc, la deuxième maison possède 3 salles de bain complètes avec une ou plusieurs toilettes. Maintenant que nous avons notre data frame avec 6 variables, nous pouvons créer notre régression linéaire multiple. Pour rappel, l'objectif de cette régression est de prédire le prix d'une maison en fonction des variables indépendantes. Dans notre cas, nous avons 5 variables indépendantes pour prédire la variable dépendante, Adjust Sell Price. Donc l'équation de la régression linéaire multiple sera sous cette forme. Et notre but est de trouver les paramètres BI qui donnent les meilleures prédictions. Nous connaissons la réponse en minimisant la fonction coût. Mais avec Python, nous devons toujours séparer la variable dépendante et les variables indépendantes. Pour cela, nous allons mettre les variables indépendantes dans la variable x6. Nous allons prendre le dataframe en enlevant la variable prix. Pour ce faire, nous utilisons la fonction drop, nous enlevons la variable adjust sell price et nous signifions que cette variable est une colonne. Nous le faisons avec axis est égal à 1. Nous avons maintenant la variable qui contient toutes les variables indépendantes. Pour la variable dépendante, nous la mettons dans la variable y6 et nous faisons df-6 entre crochets adjust sell price. Maintenant que nous avons séparé la variable indépendante et dépendante, nous devons les convertir en matrices. Alors, généralement, nous n'avons pas besoin de le faire, car le modèle de scikit-learn le fera automatiquement. Cependant, le modèle a souvent du mal à transformer la variable dépendante, dans notre cas, y6. Pour régler ce problème en amont, nous pouvons utiliser la fonction array de la bibliothèque NumPy. Puis, nous pouvons redimensionner la matrice avec la fonction reshape. Le premier paramètre prend le nombre de lignes, dans notre cas 22 687, et le deuxième paramètre prend le nombre de colonnes, dans notre cas 1. Nous pouvons enfin utiliser la régression linéaire multiple. Depuis la bibliothèque scikit-learn, nous importons le module linéaire model. Alors, dans ce module, il y a une multitude de régressions différentes, mais celle qui nous intéresse est la régression linéaire, soit linéaire régression. Nous appliquons les résultats à la variable modèle-linéaire-6. Nous ajoutons le 6 car par la suite nous aurons un modèle pour 12 variables indépendantes et pour 20 variables indépendantes. Donc il est important de nommer correctement les variables pour bien organiser notre code. Dès que nous avons notre modèle, nous appliquons la méthode .fit entre parenthèses x6 et y6. Cette méthode utilise la méthode des moindres carrés ordinaires pour trouver les coefficients BI qui minimisent la fonction coût, c'est-à-dire les coefficients qui produisent les erreurs les plus petites par rapport aux données réelles. Alors, pour connaître les coefficients de notre régression linéaire multiple, nous utilisons l'attribut .coef-. Nous observons les coefficients pour chaque variable.
Alors, les coefficients sont dans le même ordre que les variables indépendantes. C'est-à-dire que si nous reprenons la variable x6, la première variable est square feet tot living et le coefficient associé à cette variable est 228. Et il en va de même pour les variables suivantes. Une petite remarque, pour sélectionner correctement les coefficients, nous pouvons écrire entre crochets 0 pour sélectionner l'index 0. Alors, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a que 5 coefficients, mais en réalité, nous devrions en avoir 6. C'est parce que scikit-learn met le coefficient B0 à part, car il n'est pas associé à une variable indépendante. Pour connaître la valeur de B0, nous écrivons .intercept-du-bas. B0 est égal à -521 871. Bon, malgré la simplicité de scikit-learn, cette bibliothèque a un défaut majeur. Interpréter les coefficients n'est pas facile. Cela est dû à la désorganisation de ces derniers. Ce que nous voudrions faire, c'est d'afficher le nom de la variable associée au coefficient correspondant. Par exemple, le coefficient de la variable square feet tot living est d'environ 228. Donc nous écrivons print entre crochets square feet tot living est égal à 228. Et nous faisons pareil pour square feet lot, bathrooms, bedrooms et building grade. Mais évidemment, nous voulons le faire en récupérant les noms des variables et les valeurs des coefficients, et non en les réécrivant à la main. Alors commençons par le plus simple, les valeurs des coefficients. Il nous suffit de récupérer .coef-du-bas entre crochets 0 et de faire varier l'index pour l'associer à la variable adéquate. Nous prenons les index 0, 1, 2, 3 et 4. Si nous exécutons la cellule, nous avons déjà fait un grand pas. Cependant, il serait mieux d'arrondir les résultats. Nous pouvons le faire avec la fonction round, en arrondissant à 2 chiffres après la virgule. Maintenant, c'est au tour des noms des variables. Pour récupérer les noms des variables, nous pouvons utiliser x.colon. Pour afficher le résultat, il suffit de faire varier l'index. Pour la première variable, nous prenons l'index 0. Pour la deuxième variable, nous prenons l'index 1. Pour la troisième variable, nous prenons l'index 2. Pour la quatrième variable, nous prenons l'index 3. Et pour la cinquième variable, nous prenons l'index 4. Si nous exécutons la cellule, le code est tout de suite beaucoup plus clair et les coefficients sont mieux organisés. Alors, le code a un défaut, il est répétitif. Si nous avons un modèle avec 12 variables indépendantes ou plus, nous devrons écrire le code 12 fois ou plus, ce qui n'est pas optimal. Il faudrait trouver un moyen de généraliser le code en faisant varier l'index. Cela tombe bien car c'est exactement ce que fait une boucle for. Une boucle for permet de répéter un code plusieurs fois, en effectuant plusieurs itérations. Bon, cela est encore un peu confus, le meilleur moyen de le comprendre est de prendre un exemple. J'écris for i in range 0, 10, print i. Nous observons que le code renvoie les valeurs de i allant de 0 à 9. Alors, que signifie ce code? Si nous traduisons ce code, pour la variable i allant de 0 à 10 exclue, affichez la valeur de i. C'est-à-dire que la boucle commence avec i égale à 0, puis entre dans la boucle et exécute le code. Dans notre cas, il affiche la valeur de i, soit 0. Dès que le code a été exécuté, elle retourne au début de la boucle, mais en prenant la valeur suivante, c'est-à-dire 1. Puis elle entre à nouveau dans la boucle et exécute à nouveau le code. Cependant, la valeur de i n'est plus égale à 0, mais 1, donc le code affiche 1. Après avoir exécuté le code, elle retourne au début en prenant la valeur suivante, c'est-à-dire 2. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur qui est 9, car 10 est une valeur exclue. Donc, pour simplifier notre code, nous écrivons for i in range 0, 5, car nous avons 5 variables indépendantes. Puis, nous copions-collons le code précédemment, en remplaçant l'index par i. Si nous exécutons la cellule, nous obtenons le même résultat, mais avec seulement 2 lignes de code. Alors, nous pouvons généraliser le code encore plus en utilisant la fonction len. Cette fonction retourne le nombre d'éléments dans une liste. Par exemple, imaginons que nous avons 3 éléments dans une liste, pomme, banane, cerise. Si nous appliquons la fonction, le code nous renvoie 3, car il y a 3 éléments. Si nous appliquons la fonction sur modèle linéaire 6.coef, la fonction nous renvoie 5,
car il y a 5 variables indépendantes. Bon, pourquoi je vous parle de ceci? Dans la boucle for, nous itérons de 0 jusqu'à 5. Mais c'est nous qui avons choisi manuellement ce nombre. Si nous avons 12 variables indépendantes, le code s'arrêtera à la 5e variable. Pour remédier à ce problème, nous pouvons remplacer 5 par len de modèle linéaire 6.coef, ce qui permet de mieux généraliser le code. Maintenant, si nous avons 10 variables indépendantes, le code s'adaptera automatiquement. Alors, comme je l'expliquais précédemment, pour obtenir le coefficient B0, il faut utiliser l'attribut intercept. Nous pouvons placer cette valeur au-dessus de la boucle for. Et nous pouvons aussi ajouter un titre pour que le code soit plus clair. Par exemple, print les valeurs des coefficients de la régression linéaire multiple avec 6 variables, 2 points. Maintenant que nous avons nos coefficients organisés, comment les interpréter? Nous observons un phénomène très intéressant. De nombreux coefficients sont négatifs. Par exemple, le coefficient B0 est égal à moins 521 871. C'est-à-dire que pour une maison avec 0 pied carré de surface habitable, 0 pied carré de surface de terrain, qui n'a pas de chambre ni de salle de bain et qui n'a pas de note, son prix de vente sera de moins 521 871. Alors, évidemment, cela n'a pas vraiment de sens. Et il est important de se rappeler que les coefficients d'une régression ne sont pas toujours interprétables. La régression linéaire comme polynomiale cherche simplement à minimiser la fonction coût. C'est-à-dire pour des valeurs BI, trouver les erreurs les plus faibles possibles. Et c'est nous qui donnons un sens à ces coefficients. L'une des meilleures manières d'interpréter les coefficients d'un modèle est de prendre un exemple concret comme référence et de faire varier individuellement chaque variable pour voir le résultat. Par exemple, imaginons que nous prenons une maison A avec les caractéristiques suivantes. La maison a une surface habitable de 1000 pieds carrés, un terrain de 5000 pieds carrés, 2 salles de bain, 3 chambres et une note de 7 sur 13. Le prix estimé par notre régression linéaire multiple est de 267 211. Cette maison A est la maison de référence et nous allons varier chaque variable individuellement pour voir le résultat. Autrement dit, imaginons une maison B qui a les mêmes caractéristiques que la maison A, sauf qu'elle a un pied carré de plus de surface habitable. Le prix estimé par notre modèle est 267 440. Et si nous faisons la différence, le prix a augmenté de 228,83 $. Si nous augmentons d'une unité la surface habitable, c'est-à-dire que si nous augmentons d'un pied carré, le prix augmente de 228,83 $, toutes choses égales par ailleurs. Alors, nous précisons bien à la fin, toutes choses égales par ailleurs, pour indiquer que cette interprétation est valable si les autres variables restent constantes. Mais en réalité, les variables indépendantes sont souvent corrélées entre elles. Dans notre cas, cela signifie que plus la taille de la maison augmente, plus le nombre de chambres et le nombre de salles de bain augmentent aussi. D'où l'ajout du terme « toutes choses égales par ailleurs ». Imaginons maintenant que la maison B a un pied carré de plus de surface de terrain. Le prix estimé par notre modèle est de 267 211. Si nous mesurons la différence, nous avons moins 0,06. Une augmentation d'une unité de la surface de terrain, c'est-à-dire une augmentation d'un pied carré, fait diminuer le prix de 0,06 $. Toutes choses égales par ailleurs. Alors, à première vue, l'interprétation n'a pas vraiment de sens. On voit mal comment l'agrandissement d'un terrain pourrait faire diminuer le prix. Cependant, si vous êtes un expert du domaine, il se peut que vous ayez une interprétation parfaitement rationnelle pour cette diminution. Donc, il est toujours important de demander l'aide d'un expert sur le sujet afin de savoir si l'interprétation a un sens ou non. Imaginons maintenant que la maison B a une salle de bain de plus que la maison A. Le prix estimé par notre modèle est de 247 768. Si nous mesurons la différence, nous avons moins 19 442. Une augmentation d'une unité du nombre de salles de bain, c'est-à-dire l'ajout d'une salle de bain supplémentaire, fait diminuer le prix de 19 442 $. Toutes choses égales par ailleurs. Encore une fois, nous voyons mal comment l'ajout d'une salle de bain supplémentaire
pourrait faire diminuer le prix. Cependant, si vous êtes un expert du domaine, vous pouvez penser que si nous ajoutons une salle de bain supplémentaire pour le même nombre d'espaces, cela signifie que les salles de bain sont plus petites, ce qui peut expliquer la baisse du prix. Alors, cette interprétation peut être juste ou peut être extrapolée, mais nous ne pourrons pas le savoir. Imaginons maintenant que la maison B a une chambre de plus que la maison A. Le prix estimé par notre modèle est de 219 441. Si nous mesurons la différence, nous avons moins 47 769. Une augmentation d'une chambre, c'est-à-dire l'ajout d'une chambre supplémentaire, fait diminuer le prix de 47 769 $. Toutes choses égales par ailleurs. Alors, au premier abord, cela peut sembler contre-intuitif. Mais si nous avons une chambre supplémentaire pour la même surface, cela signifie que les chambres sont plus petites, ce qui peut expliquer la diminution. Encore une fois, il faudra l'aide d'un expert pour confirmer cela. Imaginons maintenant que la maison B a une note supplémentaire que la maison A. Le prix estimé par notre modèle est de 373 318. Si nous mesurons la différence, nous avons 106 106. Si nous faisons varier le building grade, une augmentation d'une unité de la note fait augmenter le prix de 106 106. Toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que la note de la maison est l'une des variables les plus importantes pour estimer le prix d'une maison. Maintenant que nous avons interprété notre régression linéaire multiple, nous voulons savoir si la régression est précise ou non, car il se peut que la régression donne de très mauvais résultats. Mais comment le savoir? Pour savoir si la régression est précise ou non, nous devons l'évaluer. Pour évaluer un modèle, nous allons reprendre l'exemple des notes avec le nombre d'heures étudiées. Nous avons déjà calculé la régression linéaire simple. Mais comment savoir si notre modèle est précis ou non? Alors, il est logique de penser que le modèle est précis si les prédictions sont proches des données réelles. Par exemple, le 7e élève a une note de 13 sur 20, et notre modèle prédit aussi 13 sur 20, ce qui est une prédiction parfaite. Si nous faisons 13 moins 13, l'erreur est de 0. Donc, pour savoir si un modèle est précis, nous pouvons calculer les erreurs entre les données prédites et les données réelles. C'est-à-dire que nous faisons y chapeau moins y. Plus les erreurs sont petites, plus le modèle est précis. Bon, maintenant que nous avons toutes nos erreurs, nous aimerions bien avoir une seule valeur qui puisse résumer ces erreurs pour que ce soit plus clair. Pour cela, nous pouvons faire la moyenne. Cependant, en calculant la moyenne, nous avons une moyenne de moins 0,01, ce qui n'est pas très représentatif de nos erreurs. Le problème est que lorsque nous faisons la somme, les valeurs négatives annulent les valeurs positives. Pour remédier à ce problème, nous pouvons les mettre au carré. Maintenant que nous avons résolu le problème des valeurs négatives, nous pouvons résumer ces erreurs au carré en faisant la moyenne. La moyenne est de 4,4. Cependant, nous avons un problème, car 4,4 n'est pas la moyenne des erreurs, mais la moyenne des erreurs au carré. C'est-à-dire que 4,4 n'est plus sur la même échelle que les notes ou les prédictions. Pour remettre sur la même échelle, nous faisons la racine carrée de la moyenne. Cette valeur est maintenant beaucoup plus interprétable. L'erreur moyenne de notre modèle est de plus ou moins 2,1. Alors, une petite remarque, il est important de préciser plus ou moins lors de l'interprétation. Car comme nous avons mis les erreurs au carré, nous ne pourrons pas avoir de valeur négative. Mais cela ne veut pas dire que le modèle ne prédit pas en dessous des données réelles. Donc, pour ne pas oublier cette information, nous ajoutons plus ou moins dans l'interprétation. Bon, le mieux est encore de prendre un exemple. Par exemple, pour le premier élève, le modèle prédit 5,3, avec une erreur de plus ou moins 2,1, ce qui est tout de suite beaucoup plus clair. Alors évidemment, notre modèle peut faire une erreur bien plus grande que 2,1. Si nous prenons le deuxième élève, l'erreur est de 3,6, mais l'erreur moyenne est toujours de 2,1. Donc il faut toujours se rappeler que cette métrique donne une moyenne, et il est toujours possible d'avoir une erreur bien plus grande que celle-ci.
Alors, la formule que nous venons de développer se nomme la RMSE, pour Root Mean Squared Error, ou en français, la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne. C'est la métrique la plus utilisée pour évaluer un modèle de régression. L'objectif de la RMSE est d'avoir l'erreur moyenne la plus petite possible, ce qui signifie un modèle précis. Alors, si vous avez remarqué, la RMSE ressemble étrangement à la fonction coût. Cependant, avec la RMSE, nous ajoutons la racine carrée et nous divisons simplement par n et non par 2 fois n. Ce qui en soi est normal. Avec la fonction coût, nous cherchons à minimiser la fonction. C'est-à-dire pour des coefficients BI, trouver les erreurs les plus faibles. Donc nous ne cherchons pas à interpréter cette fonction, mais simplement à trouver la valeur la plus petite. Si nous ajoutons la racine carrée à notre fonction coût, cela ne change en rien notre objectif. Donc nous pouvons l'omettre. De plus, nous divisons par 2 fois n, car nous voulons dériver cette fonction. Et ajouter un 2 permet de simplifier les calculs des dérivés. Tandis que la RMSE évalue simplement le modèle. Donc, il faut que cette métrique soit interprétable. Maintenant que nous avons créé la RMSE, évaluons notre régression linéaire multiple avec. Alors, sur Python, il y a déjà des bibliothèques qui ont implémenté cette formule. Cependant, il est toujours utile d'implémenter une formule ou une fonction à la main. Pour créer la formule, nous avons besoin de deux variables, y qui représente les données réelles et y chapeau qui représente les données prédites par notre modèle. Alors, nous avons déjà les données réelles qui sont représentées par la variable y6. Cherchons maintenant la variable y chapeau. Premièrement, nous devons calculer les données prédites par notre modèle pour chaque maison. Pour ce faire, j'utilise l'attribut .predict qui effectue les prédictions. Je vais passer les données avec x6. En exécutant la cellule, le code me renvoie les données prédites pour chaque maison. J'assigne le résultat à la variable ypredLinéaire 6. Et nous pouvons enfin commencer à créer notre formule. Pour créer la RMSE, nous devons d'abord calculer la différence entre les données prédites et les données réelles. C'est-à-dire que nous faisons ypredLinéaire 6 moins y6. Puis, pour régler le problème des valeurs négatives, nous mettons les différences au carré. Dès que les différences sont au carré, nous pouvons résumer les différences en faisant la moyenne. Et dans notre cas, nous faisons np.min entre parenthèses. Quand nous avons appliqué la moyenne, nous voulons remettre le résultat sur la même échelle. Donc nous faisons la racine carrée du résultat, soit np.sqrt. J'assigne le résultat à la variable RMSE linéaire 6. En exécutant la cellule, nous obtenons notre RMSE qui est de 261 220. L'erreur moyenne de notre régression linéaire multiple est de plus ou moins 261 220 $. C'est-à-dire que pour une prédiction donnée, l'erreur sera de plus ou moins 261 220 $. Bon, le mieux est encore de prendre un exemple. Par exemple, pour la première maison, le modèle prédit que le prix de vente est de 424 550 $, à plus ou moins 261 220 $ près. Alors, en réalité, la maison s'est vendue à 300 805 $. Donc, le modèle s'est trompé, mais dans la marge d'erreur attendue. Alors, évidemment, nous pourrons toujours avoir des erreurs bien plus grandes que la RMSE. Bon, maintenant que nous avons calculé la RMSE, est-ce qu'une erreur moyenne de 261 220 $ est précise ou non? Alors, pour répondre à cette question, imaginez qu'un agent immobilier estime votre maison. Mais il dit que l'estimation peut se tromper d'environ 261 220 $. Il est clair que vous n'aurez pas confiance en lui. Donc, une RMSE de 261 220 $ pour prédire le prix d'une maison est plutôt élevée. Alors, notre but est de diminuer la RMSE, en testant d'autres modèles comme une régression polynomiale ou en ajoutant plus de variables indépendantes. Et dans ce projet, nous ferons les deux. Mais la RMSE n'est pas la seule métrique pour évaluer un modèle de régression. Pour en trouver d'autres, revenons à notre exemple précédent. Pour évaluer la précision d'un modèle, nous avons eu l'idée de mesurer les erreurs entre les données prédites et les données réelles.
Pour résumer ces erreurs, nous avons mis les erreurs au carré. Mais nous pourrions aussi prendre les valeurs absolues des erreurs. C'est-à-dire enlever les signes des valeurs négatives afin d'avoir que des valeurs positives. Ce qui nous donne les erreurs absolues. Maintenant, nous pouvons résumer ces erreurs absolues en utilisant la moyenne ou bien la médiane. Alors, la moyenne des erreurs absolues est de 1,89. C'est-à-dire que l'erreur moyenne est de plus ou moins 1,89. Et la médiane des erreurs absolues est de 1,7. C'est-à-dire que l'erreur médiane est de plus ou moins 1,7. Alors, il est toujours important de préciser plus ou moins, car nous avons pris les valeurs absolues. Donc, nous ne pouvons pas avoir de moyenne ou de médiane négative. Mais ce n'est pas pour autant que le modèle ne prédit pas en dessous des données réelles. D'où l'importance d'ajouter plus ou moins. Les formules que nous venons de développer se nomment la MAE pour Mean Absolute Error, en français la moyenne des erreurs absolues, et la MEDAE pour Median Absolute Error, en français la médiane des erreurs absolues. Alors, comme nous prenons les erreurs absolues, les résultats sont sur la même échelle, ce qui facilite l'interprétation de ces formules. Bon, nous remarquons que les interprétations entre la RMSE, la MAE et la MEDAE sont similaires, alors que les valeurs sont différentes. Quelle est la différence entre ces trois métriques? Commençons par la RMSE et la MAE. Ces deux formules sont similaires et ont la même interprétation. Cependant, avec la RMSE, nous mettons les erreurs au carré, tandis qu'avec la MAE, nous prenons les erreurs absolues. Alors comment cette légère différence s'observe-t-elle sur les résultats? Pour répondre à cette question, prenons un exemple. Imaginons que nous avons les erreurs suivantes. -2, 1, 2, 3, 4 et 100. En utilisant la RMSE, nous mettons les erreurs au carré. Puis nous faisons la moyenne. Puis nous prenons la racine carrée du résultat pour remettre sur la même échelle. La RMSE est de 40,8. C'est-à-dire que l'erreur moyenne est de plus ou moins 40,8. En utilisant la MAE, nous prenons les erreurs absolues. Puis nous faisons la moyenne. La MAE est de 18,6. C'est-à-dire que l'erreur moyenne est de plus ou moins 18,6. Nous observons que la MAE est largement inférieure à la RMSE. Cela s'explique par le fait que la RMSE met les erreurs au carré. Une erreur de 100 devient une erreur de 10 000 avec la RMSE, ce qui n'est plus la même valeur. Alors, vous allez me dire que nous prenons la racine carrée du résultat pour justement remettre sur la même échelle. Et la racine carrée de 10 000 est bien de 100. Cependant, avant d'appliquer la racine carrée, nous faisons la moyenne des erreurs au carré. Par exemple, si nous faisons la moyenne de 4 plus 8 divisé par 2, nous avons 6. Mais si nous mettons au carré, puis nous faisons la moyenne, puis nous prenons la racine carrée, nous avons 6,3. Nous observons que la moyenne est légèrement supérieure avec la méthode de la RMSE. Donc la RMSE pénalise plus les grandes erreurs tandis que la MAE est plus robuste aux valeurs extrêmes. En utilisant la MEDAE, nous prenons la médiane des erreurs absolues. Le résultat est de 2,5. C'est-à-dire que l'erreur médiane absolue est de plus ou moins 2,5. Nous observons que la MEDAE est encore plus robuste que la MAE ou la RMSE. Donc même si les interprétations sont similaires, les valeurs peuvent être très différentes. Bon, maintenant la question que vous devez vous poser est quelle métrique utiliser pour évaluer notre modèle. Généralement, nous combinons la RMSE avec la MAE afin d'avoir une vision plus complète de la performance du modèle. La RMSE pénalise davantage les grandes erreurs, tandis que la MAE est une valeur plus robuste, ce qui fournit une valeur plus proche de l'erreur moyenne. Nous utilisons plus rarement la MEDAE, même si on nous donne plus d'informations sur la performance du modèle. Maintenant que nous avons créé deux nouvelles métriques, utilisons-les pour évaluer notre régression linéaire multiple. Pour calculer la MAE, nous comparons les données prédites avec les données réelles, c'est-à-dire que nous faisons ypred linéaire 6 moins y6. Puis nous prenons les valeurs absolues. Pour cela, nous utilisons la fonction abs de la bibliothèque NumPy. Dès que nous avons les erreurs absolues, nous prenons la moyenne avec la fonction min de la fonction de la bibliothèque NumPy.
J'assigne le résultat à la variable MAE linéaire 6. La MAE est de 150 660, c'est-à-dire que l'erreur moyenne est de plus ou moins 150 660 $. Pour une prédiction donnée, le modèle fera en moyenne une erreur de plus ou moins 150 660 $. Alors, calculons maintenant la MAE. Nous reprenons le même code, mais au lieu de prendre la moyenne, nous prenons la médiane avec la fonction médiane de la bibliothèque NumPy. J'assigne le résultat à la variable MAE linéaire 6. La MAE est égale à 104 384, c'est-à-dire que l'erreur médiane est de plus ou moins 104 384 $. Maintenant que nous avons nos métriques, résumons-les dans un tableau. Nous observons que la MAE est beaucoup plus faible que la RMSE. Cela signifie que le modèle fait de nombreuses erreurs sur les valeurs extrêmes, ce qui a tendance à biaiser le modèle. Pour des maisons très chères, notre modèle aura tendance à largement sous-estimer ou surestimer le prix. Cependant, en dehors des erreurs extrêmes, le modèle aura une erreur moyenne de plus ou moins 150 660 $. Alors, une petite remarque, il n'y a pas de valeur parfaite pour les métriques. Plus les valeurs sont faibles, plus le modèle est précis. Les seuils d'acceptabilité pour la MAE, la RMSE ou de la MAE dépendent souvent du domaine de recherche. En calculant les différences, nous avons créé la RMSE, la MAE et la MAE, mais nous pouvons encore créer d'autres métriques. Pour cela, reprenons l'exemple avec les notes et le nombre d'heures étudiées. Nous avons mesuré les erreurs entre les données prédites et les données réelles. Cependant, nous pouvons aussi exprimer ces erreurs en pourcentage. Par exemple, le premier élève a une note de 7 sur 20, et le modèle prédit une note de 5,3. L'erreur est donc de moins 1,7. Si nous voulons exprimer cette erreur en pourcentage, nous faisons moins 1,7 divisé par 7 fois 100, ce qui nous fait moins 24,2%. Alors, pour éviter d'avoir des pourcentages négatifs, ce qui complexifie l'interprétation, nous allons d'abord prendre les valeurs absolues des erreurs. Donc, pour exprimer l'erreur de 1,7 en pourcentage, nous faisons 1,7 divisé par 7 fois 100, ce qui nous fait 24,2%. C'est-à-dire que 1,7 représente 24,2% de 7. En d'autres termes, pour le premier élève, le modèle fait une erreur de plus ou moins 24,2%. Alors, nous ajoutons toujours plus ou moins car l'erreur peut être soit négative ou positive. Nous remarquons maintenant que l'erreur en pourcentage est plus claire que l'erreur absolue. Pour continuer sur notre lancée, prenons le deuxième élève. Il a une note de 3 sur 20 et notre modèle prédit une note de 6,6. L'erreur absolue est de 3,6. Nous savons que dans ce contexte, l'erreur est plutôt grande. Mais à quel point est-elle grande? Pour y voir plus clair, exprimons cette erreur en pourcentage. Nous faisons 3,6 divisé par 3 fois 100, ce qui nous fait 120%. C'est-à-dire que 3,6 représente 120% de 3. En d'autres termes, pour le deuxième élève, le modèle fait une erreur de plus ou moins 120%, ce qui est énorme. Et en exprimant l'erreur en pourcentage, nous avons une compréhension plus précise des erreurs. Cela s'explique par le fait qu'avec les erreurs absolues, nous pouvons souvent oublier le contexte. Par exemple, l'erreur absolue pour le deuxième élève est de 3,6. Nous pourrions considérer que cette erreur n'est pas si grande que cela. Mais si nous exprimons cette erreur par rapport à la note réelle de l'élève, c'est-à-dire l'erreur en pourcentage, nous obtenons 120%. Donc, en prenant en compte l'erreur en pourcentage, nous prenons aussi en compte le contexte. Cette différence fait que l'erreur en pourcentage est plus facile à comprendre que l'erreur absolue. Bon, prenons un dernier exemple. Le 10e élève a une note de 18 sur 20, et le modèle prédit 16,8. L'erreur absolue est de 1,2. Nous savons que c'est une erreur assez faible, mais à quel point est-elle faible? Pour y voir plus clair, exprimons l'erreur en pourcentage. Nous faisons 1,2 divisé par 18 fois 100, ce qui nous fait 6,6%. C'est-à-dire que 1,2 représente 6,6% de 18. En d'autres termes, pour le 10e élève, le modèle fait une erreur de plus ou moins 6,6%, ce qui est relativement faible.
Maintenant que nous avons calculé les erreurs absolues en pourcentage, nous aimerions bien les résumer avec une seule valeur. Pour ce faire, nous pourrons faire la moyenne des erreurs absolues en pourcentage. La moyenne des erreurs en pourcentage est de 26,6%. C'est-à-dire que pour une prédiction donnée, le modèle fait en moyenne une erreur de plus ou moins 26,6%, ce qui est relativement élevé. Alors, la formule que nous venons de développer se nomme la Mean Absolute Percentage Error, que nous surnommons aussi en MAP. En français, cela correspond à la moyenne des erreurs absolues en pourcentage. Bon, maintenant que nous avons calculé la MAP, comparons-la avec les autres métriques dans un tableau. Nous observons que les métriques sont plus ou moins similaires. Alors là, la question que vous devez vous poser est quelle métrique utiliser? Devons-nous utiliser la RMSE, la MAE, la MEDAE ou encore la MAP? Généralement, la RMSE et la MAE sont les métriques les plus utilisées, mais vous pouvez aussi très bien utiliser toutes les métriques ensemble pour avoir une compréhension plus complète des performances du modèle. Alors, une petite remarque, les métriques que nous avons créées sont toutes des moyennes hormis la MEDAE. Cela signifie qu'elles sont sensibles aux erreurs extrêmes, ce qui peut biaiser le résultat et donner une fausse information des performances du modèle. Pour prendre en compte ces informations, nous pouvons calculer la variabilité des erreurs, par exemple avec l'écart type ou les centiles, ce qui nous permettrait d'avoir une compréhension plus avancée des performances du modèle et nous verrons dans la prochaine partie comment mesurer la variabilité des erreurs. Maintenant que nous avons créé notre nouvelle métrique, utilisons-la pour notre projet sur Python. Pour calculer la map, nous comparons les erreurs par rapport aux données réelles, c'est-à-dire que nous faisons ypred linéaire 6 moins y6, le tout divisé par y6. Puis nous prenons les erreurs absolues. Pour cela, nous utilisons la fonction abs de la bibliothèque NumPy. Puis, comme nous voulons exprimer ces erreurs en pourcentage, nous multiplions par 100. Et nous voulons résumer ces erreurs en pourcentage avec une seule valeur, donc nous prenons la moyenne. Nous assignons le résultat à la variable map linéaire 6. La map est de 28,77%, c'est-à-dire que pour une prédiction donnée, la régression linéaire multiple à 6 variables fait en moyenne une erreur de plus ou moins 28,77%, ce qui est relativement élevé. Bon, maintenant que nous avons calculé la map, nous pourrons l'ajouter à notre tableau. Cela nous sera utile pour la suite pour comparer avec la régression polynomiale. Nous avons exploré différentes métriques pour évaluer une régression. Nous avons vu la RMSE, la MAE, la MEDAE et la MAP. Mais sachez qu'il existe encore de nombreuses autres métriques comme la RMSLE ou la SMAP, qui peuvent être adaptées à des contextes spécifiques. Aussi, selon les besoins de votre projet, vous pourrez être amené à créer vos propres métriques. Mais avant de passer à la régression polynomiale, j'aimerais vous parler d'une dernière métrique en particulier. Pour cela, nous allons reprendre l'exemple sur les notes et le nombre d'heures étudiées. Une petite remarque, en statistique, quand nous parlons de différence, d'écart, d'erreur ou encore de variance, nous faisons référence au même concept. Cela est important car il m'arriverait d'interchanger certains mots, mais cela ne changera pas le sens de la phrase. La remarque étant terminée, revenons à notre exemple. Nous observons que les notes des élèves sont différentes les unes avec les autres. Le premier élève a une note différente du deuxième élève, qui lui-même a une note différente du troisième élève, qui lui-même a une note différente du quatrième élève, et ainsi de suite jusqu'au 10e élève. En statistique, nous disons que les notes des élèves varient entre elles. Par exemple, le premier élève a une note de 7 sur 20, et le 10e élève a une note de 18 sur 20. Donc nous observons bien que les notes sont différentes. Cependant, nous partons de l'hypothèse que les notes des élèves s'expliquent par le nombre d'heures qu'ils ont étudiées. En effet, c'est parce que le premier élève a étudié 1 heure qu'il a 7 sur 20, et c'est parce que le 10e élève a étudié 10 heures qu'il a 18 sur 20. Par conséquent, nous expliquons la différence entre le premier élève et le 10e élève par le nombre d'heures qu'ils ont étudiées.
Et de manière générale, nous expliquons les différences entre les notes des élèves par le nombre d'heures qu'ils ont étudiées. Plus les élèves étudient, plus leurs notes sont meilleures. En partant de cette hypothèse, nous allons créer un modèle de régression linéaire simple, afin de prédire les notes des élèves. Cette régression dépend seulement du nombre d'heures étudiées. Mais pour ajuster correctement les prédictions, nous avons ajouté un coefficient B1 et B0. Alors, comme le modèle dépend exclusivement du nombre d'heures étudiées, nous pouvons aussi dire que les notes des élèves s'expliquent par le modèle. De manière mathématique, nous écrivons que les notes s'expliquent seulement par le modèle. En d'autres termes, par le nombre d'heures étudiées. Ce qui signifie aussi que les différences entre les notes des élèves s'expliquent par le modèle. Mais parler de différence revient aussi à parler de variance. Donc nous pouvons aussi dire que la variance des notes s'explique par le modèle. Cependant, cela est notre hypothèse. En réalité, les notes des élèves ne s'expliquent pas seulement par le modèle. Parce que si c'était le cas, les prédictions de notre modèle seraient parfaites. C'est-à-dire que pour le premier élève, le modèle aurait prédit 7 sur 20, pour le deuxième élève, il aurait prédit 3 sur 20, et pour le 10e élève, il aurait prédit 18 sur 20. Mais malheureusement, nous observons bien que le modèle fait des erreurs. Donc l'équation est inexacte. Par exemple, le premier élève a une note de 7 sur 20. Notre modèle, en se basant exclusivement sur le nombre d'heures étudiées par l'élève, prédit une note de 5,3. C'est-à-dire que nous faisons une erreur de 1,7. Cette erreur est la part qui n'est pas expliquée par le modèle. Ce sont d'autres explications ou phénomènes qui expliquent cette erreur de 1,7. Peut-être que l'élève a mal dormi avant l'examen, ce qui a pu influencer sa note. Peut-être que l'élève habite loin de l'école, ou peut-être que la relation est non linéaire. Bref, il existe une multitude de raisons que notre simple modèle ne prend pas en compte. Et utiliser seulement le nombre d'heures étudiées comme variable indépendante est peut-être insuffisant. Donc, la note du premier élève ne s'explique pas seulement par le nombre d'heures étudiées, mais aussi par d'autres facteurs que notre modèle ne mesure pas. Et nous pouvons renommer ces autres facteurs par l'aléatoire. Si nous prenons le 10e élève, sa note est de 18 sur 20. Notre modèle, en se basant exclusivement sur le nombre d'heures étudiées par l'élève, prédit une note de 16,8. C'est-à-dire que nous faisons une erreur de 1,2. Cette erreur est la part qui n'est pas expliquée par le modèle. Ce sont d'autres explications qui expliquent cette erreur, sûrement d'autres variables indépendantes comme le temps de sommeil de l'élève, la distance avec l'école ou encore son âge. Donc, la note du 10e élève ne s'explique pas seulement par le nombre d'heures étudiées, mais aussi par d'autres facteurs que notre modèle ne mesure pas. De manière générale, les notes ne s'expliquent pas seulement par le modèle, mais aussi par d'autres phénomènes non mesurés, que nous appelons aléatoires. Ce qui implique aussi que la variance des notes s'explique d'une part par le modèle et d'une autre part de phénomènes que le modèle ne mesure pas, que nous appelons aussi aléatoires. Pour savoir si le modèle est précis, nous voulons qu'il explique en grande partie la note de l'élève. Par exemple, si un élève a 15 sur 20 et que le modèle prédit 14,9, nous pouvons conclure que le modèle est excellent, car il fait seulement une erreur de 0,1. En d'autres termes, 0,1 de la note est attribué à d'autres facteurs que le modèle. Donc notre but est que la part du modèle soit la plus élevée possible, et que l'erreur soit la plus faible possible. Pour cela, nous allons mesurer les erreurs. Cependant, en mesurant les erreurs, nous allons retomber sur les métriques que nous avons déjà créées auparavant, c'est-à-dire la RMSE, la MAE, la MAP ou encore la MEDAE. Et nous avons fait plus ou moins le tour de ces métriques. Au lieu de s'intéresser aux erreurs, nous allons nous concentrer sur la variance des notes. Pour rappel, la variance des notes s'explique d'une part par le modèle et d'une autre part de phénomènes aléatoires. Alors, pour avoir un modèle précis, nous voulons que la part expliquée par le modèle soit la plus élevée possible, et que la part expliquée par l'aléatoire soit la plus faible possible. Imaginons que la variance des notes est de 100, et que le modèle explique 95 de cette variance,
et l'aléatoire 5. Cela signifie que la quasi-totalité de la variance des notes s'explique par le modèle, soit le nombre d'heures étudiées. Par exemple, la différence de notes entre le premier élève et le 10e élève s'explique en très grande partie par le nombre d'heures qu'ils ont étudiées, ce qui démontre une grande précision du modèle. En revanche, si les pas sont inversés, cela signifie que la quasi-totalité de la variance des notes s'explique par l'aléatoire, ce qui démontre une grande imprécision du modèle. Donc, il est logique de vouloir une part élevée de la variance expliquée par le modèle et une part faible de la variance expliquée par l'aléatoire. Bon, tout cela est très bien, mais comment mesurer la variance des notes qui est expliquée par le modèle? Tout d'abord, nous pouvons calculer la variance des notes. La variance est de 17,89. Maintenant, nous voulons calculer la part de la variance des notes expliquée par le modèle. Alors, nous pourrions penser que la variance du modèle représente la part de la variance des notes expliquée par le modèle. Cependant, ce n'est pas le cas. Pour comprendre cela, prenons un exemple. Imaginons que la variance des notes est de 20 et que les prédictions sont très élevées, varient beaucoup et font aussi beaucoup d'erreurs. En calculant la variance du modèle, nous avons une variance de 40. D'après notre équation, cela signifie que la part de la variance des notes expliquée par le modèle est plus élevée que la variance des notes, ce qui n'a pas vraiment de sens. De plus, plus les prédictions font des erreurs, plus la variance du modèle augmente, ce qui impliquerait que la part expliquée par le modèle augmente, ce qui est aussi contre-intuitif. Donc, partir de l'hypothèse que la variance du modèle est égale à la part de la variance des notes expliquée par le modèle est fausse. Pour trouver la variance qui est expliquée par le modèle, nous devons modifier l'équation. Nous devons faire la soustraction entre la variance des notes et la variance des notes qui est expliquée par l'aléatoire. Maintenant, calculons la variance des notes qui est expliquée par l'aléatoire. Pour rappel, l'aléatoire correspond à tous les phénomènes que le modèle ne mesure pas, c'est-à-dire les erreurs. Il nous suffit donc de calculer la variance des erreurs car c'est la part des notes qui est expliquée par l'aléatoire. Plus le modèle est précis, moins les erreurs varient, ce qui augmentera la part de la variance expliquée par le modèle. Et inversement, moins le modèle est précis, plus les erreurs varient, ce qui diminuera la part de la variance expliquée par le modèle. Nous calculons la variance des erreurs. La variance des erreurs ou la variance des notes expliquée par l'aléatoire est de 4,4. Nous pouvons enfin calculer la variance expliquée par le modèle. Nous faisons 17,89 moins 4,4, ce qui nous fait 13,47. La variance expliquée par le modèle est de 13,47. Nous avons trouvé la variance des notes expliquée par le modèle. Cependant, la variance est une mesure difficilement interprétable. Alors, comment pourrions-nous faire pour interpréter correctement cette variance? Nous pourrions faire le rapport entre la variance des notes qui est expliquée par le modèle et la variance des notes, ce qui exprimera la variance expliquée par le modèle en pourcentage. C'est-à-dire que nous faisons la variance des notes qui est expliquée par le modèle divisé par la variance des notes fois 100, soit 13,47 divisé par 17,89 fois 100, ce qui nous fait 75,33. La variance des notes est expliquée à 75,33% par le modèle, c'est-à-dire par le nombre d'heures étudiées, ce qui est relativement élevé. Cependant, si la variance des notes est expliquée à 75,33% par le modèle, cela signifie aussi qu'elle est expliquée à 24,67% par d'autres facteurs aléatoires que le modèle ne mesure pas. Donc nous pouvons toujours améliorer le modèle en intégrant d'autres variables indépendantes. Pour interpréter correctement une métrique, il est toujours plus simple de prendre un exemple concret. Si nous reprenons le premier élève et le 10e élève, la différence des notes entre les deux élèves s'explique à 75,33% par le modèle, c'est-à-dire par le nombre d'heures qu'ils ont étudiées, et 24,67% par l'aléatoire, ce qui est tout de suite beaucoup plus clair.
La formule que nous avons développée est la variance de la variable dépendante qui est expliquée par le modèle divisé par la variance de la variable dépendante fois 100. De manière plus mathématique, nous écrivons variance de y moins variance des erreurs, le tout divisé par la variance de y. Et nous pouvons évidemment développer cette formule et obtenir cela. La formule que nous venons de créer s'appelle le coefficient de détermination, ou aussi appelé le R carré. Cette formule permet de quantifier la part de la variance qui est expliquée par le modèle. Notre objectif est d'avoir un R carré le plus proche possible de 100%, parce que plus il est proche de 100%, plus le modèle explique la variance de la variable dépendante, ce qui démontre que le modèle est précis. Inversement, plus il est proche de 0%, moins le modèle explique la variance de la variable dépendante, ce qui démontre que le modèle est imprécis. Alors, le coefficient est souvent considéré comme la métrique la plus dure à comprendre, car elle nécessite de travailler avec les variances, ce qui n'est pas forcément évident. Il est plus intuitif de mesurer directement les erreurs, mais cela nous l'avions déjà fait en créant la RMSE, la MAE, la MEDAE et la MAP. C'est pourquoi nous avons mesuré le modèle d'une autre manière. De toute façon que vous utilisiez le R carré ou les autres métriques, la logique est toujours la même. Plus les erreurs sont petites, plus le modèle est précis, ce qui diminuera la RMSE et la MAE et augmentera le R carré. Donc les métriques sont corrélées entre elles. Une petite remarque, la formule que nous venons de développer n'est pas forcément celle qui est la plus populaire. Si vous faites des recherches sur internet, vous observerez cette formule. Cette formule est légèrement différente de celle que nous avons développée, car elle parle d'une hypothèse selon laquelle la moyenne des erreurs est de 0. Si nous reprenons notre formule et que nous repartons aussi de l'hypothèse que la moyenne des erreurs est de 0, nous pouvons développer la formule. En partant de l'hypothèse que la moyenne des erreurs est de 0, nous avons l'expression suivante. Nous pouvons sortir le dénominateur. Alors, en sortant le dénominateur, nous pouvons simplifier les n. Nous pouvons maintenant séparer cette fraction en deux parties. Alors, comme le numérateur est égal au dénominateur, nous pouvons simplifier la première partie par 1. Pour finir, nous pouvons développer les erreurs qui correspondent à la différence entre y et y chapeau. Donc, nous retrouvons bien la formule généralement utilisée sur Internet. Néanmoins, cette formule est possible seulement parce que nous partons de l'hypothèse que la moyenne des erreurs est de 0. Mais pourquoi pouvons-nous partir de cette hypothèse ? C'est une hypothèse souvent utilisée en économétrie. Quand nous utilisons la régression linéaire, nous devons trouver les paramètres BI qui donnent les meilleures prédictions. Pour cela, nous minimisons la fonction coût. Quand nous minimisons la fonction coût, nous utilisons la méthode des moindres carrés ordinaires, qui dérive la fonction au point où la dérivée est nulle, c'est-à-dire les points qui atteignent le minimum de la fonction coût. En utilisant cette méthode, la moyenne des erreurs est de 0. C'est une propriété de la MCO. Et c'est pourquoi nous pourrons partir de l'hypothèse que la moyenne des erreurs est de 0. Cependant, cette hypothèse est valable seulement dans ce cas précis avec la régression linéaire et la méthode des moindres carrés ordinaires. Si nous utilisons d'autres méthodes comme un arbre de décision ou un réseau de neurones, cette hypothèse n'est plus valable. De plus, cela vaut aussi pour la régression linéaire en utilisant l'algorithme de la descente de gradient. Dans ces différents cas, nous ne pourrons plus affirmer que la moyenne des erreurs est de 0. Donc la formule n'est pas correcte. C'est pourquoi la formule que nous utilisons est la formule que nous avons développée, car elle est plus générale et plus précise. Maintenant que nous avons appris cette nouvelle métrique, implémentons-la sur Python. Nous commençons d'abord par faire la soustraction entre la variance des prix, c'est-à-dire y6, et la variance des erreurs, c'est-à-dire y6 moins ypred linéaire 6, ce qui nous donne la variance des prix expliquée par le modèle. Pour interpréter plus facilement cette variance, nous la divisons par la variance des prix afin de connaître la proportion.
Puis nous exprimons le résultat en pourcentage. Nous multiplions donc par 100. Nous avons maintenant implémenté le coefficient de détermination. Nous assignons le résultat à la variable R2 linéaire 6 pour facilement se retrouver avec toutes les métriques. La variance des prix expliquée par le modèle représente 54% de la variance totale des prix dans le comté de King. C'est-à-dire que les différences entre les prix des maisons s'expliquent à 54% par le modèle. Par exemple, si nous prenons la première maison qui vaut environ 300 000 € et la deuxième maison qui vaut environ 1 million de $, la différence s'explique en moyenne à 54% par le modèle, soit par leur différence de surface habitable, de surface de terrain, de nombre de chambres, de nombre de salles de bain et de notes de bâtiments. Alors il ne faut pas aussi oublier que nous partons de l'hypothèse que la relation est linéaire. Bon, nous pourrions penser que 50% est une valeur élevée. Cependant, si les différences sont expliquées à 54% par le modèle, cela signifie aussi que 46% des différences ne sont pas expliquées par le modèle. Peut-être que nous avons oublié des variables importantes dans le modèle, comme le code postal ou encore l'ancienneté de la maison. Ou peut-être que la relation est simplement non linéaire, ce qui peut expliquer ce faible R carré. Bon, nous avons fini d'évaluer notre régression linéaire multiple avec les différentes métriques. Avec 5 variables indépendantes, notre modèle donne des résultats plutôt modérés. Il n'est pas catastrophique, mais il est loin d'être parfait. Pour améliorer ce modèle, nous pourrions ajouter d'autres variables indépendantes, mais cela nous le ferons dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, nous allons tester un autre modèle, la régression polynomiale. Pour appliquer la régression polynomiale d'ordre 2, nous devons d'abord étendre le dataset avec des caractéristiques polynomiales de degré 2. Ensuite, nous cherchons les paramètres BI qui minimisent la fonction coût, c'est-à-dire les prédictions qui font le moins d'erreurs. Alors, pour mieux comprendre la régression polynomiale, reprenons le dataset avec les 5 variables indépendantes. Si nous voulons appliquer une régression polynomiale d'ordre 2, nous devons transformer le dataset en ajoutant des variables supplémentaires. Avec la régression polynomiale d'ordre 2, nous ajoutons d'abord toutes les variables à la puissance 2, ce qui fait 5 variables supplémentaires. Puis nous ajoutons chaque combinaison de variables, ce qui nous fait 10 variables supplémentaires. Donc avec la régression polynomiale d'ordre 2, nous passons d'un dataset de 5 variables à 20 variables, puisque nous ajoutons les polynômes. Alors dès que nous avons transformé le dataset, nous cherchons les paramètres BI qui minimisent la fonction coût. Cela peut se faire avec la méthode des moindres carrés ordinaires ou avec l'algorithme de la descente de gradient. Au final, la régression polynomiale est exactement comme la régression linéaire, sauf que nous ajoutons des polynômes à notre équation. Sur Python, il y a déjà le code pour transformer les données en polynômes de degré n. Depuis la bibliothèque scikit-learn et le module preprocessing, nous importons la classe polynomial features. La classe prend en entrée le degré du polynôme. Cela peut être égal à 2, 3, 4, 5, 6 ou plus. Alors nous voulons un polynôme d'ordre 2, donc nous écrivons 2. Nous assignons le résultat à la variable poly. Maintenant, nous transformons les données avec poly.fit-transform et nous mettons x6. Nous assignons les données transformées à la variable xpoly6. Alors, pour être sûr que nous avons bien transformé le dataset, nous pouvons observer les dimensions avec xpoly6.shape. Le dataset a maintenant 22 687 lignes et 21 variables. Nous avons bien transformé le dataset. Alors, une petite remarque, normalement lors de la transformation, nous devrions avoir 20 variables au lieu de 21 variables. C'est parce que la classe polynomial features crée une variable par défaut remplie de 1. Cette variable est ajoutée pour ne pas oublier le paramètre B0 pour la régression polynomiale. Elle correspond au biais. En ajoutant cette variable, nous évitons les erreurs avec le paramètre. Maintenant que les données sont transformées, nous pouvons appliquer la régression polynomiale. Pour cela, nous reprenons le même code que pour la régression linéaire.
sauf que nous assignons cette régression à la variable modèle-poly-6. Puis nous appliquons la méthode .fit xpoly6 x6 pour trouver les paramètres BI qui minimisent la fonction coût. Lorsque l'entraînement est fini, nous pouvons apercevoir le résultat des paramètres BI avec .coef. Nous avons les valeurs pour les 21 paramètres qui vont de B0 à B20. Alors remarquez que le premier paramètre B0 est égal à 0. C'est parce que le vrai paramètre B0 se trouve avec .intercept. Comme avec Polynomial Features, nous créons une colonne de biais, les deux paramètres se superposent. Donc pour éviter d'avoir des problèmes, nous mettons celui-là égal à 0. Alors cette régression est maintenant beaucoup plus longue à interpréter. Mais pour interpréter correctement cette régression polynomiale, la méthode est la même que pour la régression linéaire. Prenez un exemple concret comme référence et faites varier individuellement chaque variable pour connaître le résultat. Maintenant que nous avons notre régression polynomiale, nous pouvons évaluer ce modèle. Pour évaluer la régression polynomiale, nous commençons par créer nos prédictions avec .predict xpoly6, que nous assignons à la variable ypred poly6. Maintenant que nous avons nos prédictions, nous pouvons évaluer notre modèle avec les métriques que nous avons créées précédemment. Nous copions-collons le code et nous changeons linéaire par poly. Et nous le faisons pour toutes les métriques. Si nous comparons les deux modèles dans un tableau, nous observons que la régression polynomiale a de bien meilleurs résultats que la régression linéaire. Donc la relation entre le prix des maisons et les variables indépendantes n'est pas parfaitement linéaire. Et en ajoutant de la non-linéarité à notre équation, nous améliorons les performances du modèle. Cependant, même si nous avons amélioré les performances du modèle, elles restent toujours insuffisantes. Par exemple, si nous utilisons la régression polynomiale dans un cas concret, nous faisons une erreur de plus ou moins 137 261 $, ce qui reste très élevé pour prédire le prix d'une maison. Pour améliorer ces deux modèles, nous pourrions ajouter plus de variables et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous parler des erreurs liées au modèle. Jusqu'à présent, nous avons évalué les erreurs de manière globale, avec des métriques comme la RMSE, la MAE ou encore le R². Cependant, ces métriques à elles seules ne sont pas suffisantes pour comprendre les erreurs. Il serait intéressant d'analyser individuellement les erreurs pour gagner en compréhension et connaître certains détails. Sauf que cela est trop long et trop complexe. Alors si vous cherchez à analyser les erreurs en voulant connaître les détails, la meilleure façon est de les visualiser avec un graphique. En visualisant les erreurs, nous pouvons observer les détails, ainsi que certaines tendances qu'il aurait été impossible de mesurer avec les métriques. Donc en plus d'avoir mesuré les erreurs, nous allons observer les erreurs avec un nuage de points. L'axe vertical correspondra aux erreurs et l'axe horizontal correspondra aux données réelles. Alors, pour créer notre nuage de points, nous devons d'abord calculer les erreurs. Nous faisons ypred linéaire moins y6, que nous assignons à la variable erreur linéaire 6. Et nous faisons de même pour la régression polynomiale. Pour créer un nuage de points, nous utilisons depuis le modèle PLT la fonction scatter, qui prend en entrée x et y. Pour l'axe des x, nous mettons la variable x6, c'est-à-dire les prix des maisons. Et pour l'axe des y, nous mettons la variable erreur linéaire 6, c'est-à-dire les erreurs de la régression linéaire multiple. Alors, nous pouvons aussi ajouter quelques éléments pour rendre le graphique plus joli. Par exemple, nous pouvons ajouter une ligne horizontale avec la fonction axHline. Cette ligne représente les erreurs de notre modèle qui sont de 0.
Nous pouvons aussi ajouter un titre avec la fonction title, ainsi que des étiquettes pour l'axe des X et l'axe des Y. Pour la régression polynomiale, nous copions-collons le code en changeant linéaire par poly. Nous observons que les deux modèles commettent de très grandes erreurs, notamment pour les maisons qui valent plus d'1 million de dollars. On dit alors que ces modèles sont biaisés en faveur des maisons chères. Autrement dit, plus le prix des maisons augmente, plus l'erreur des modèles est importante. Et nous verrons dans la prochaine vidéo comment résoudre ce problème de biais.